avons été élus, moi, je n'ai pas le sentiment du tout d'être une caisse de résonance. J'ai été élu, j'ai un mandat clair de nos populations de porter leur voix. L'Assemblée nationale est un espace républicain d'expression démocratique où chacun peut porter la voix de ses populations. Laissez-moi d'abord finir ce premier mandat et puis on verra. Chers internautes, bonjour, je suis Edwige Nechama Sosa. Je recevrai assez régulièrement pour vous des hommes ou des femmes politiques, des hommes d'affaires, des ambassadeurs qui viendront ici au siège d'Alerte Info situé à Marcouri à Abidjan. Mes invités parleront d'eux, de leur parcours, de leur vision, de leurs engagements, mais aussi de leurs ambitions. Pour cette première interview, je reçois un homme politique qui est avant tout un journaliste engagé, patron du quotidien Liberté, syndicaliste chevronné pour cette prise de décision tranchée et désormais député. L'invité que je reçois a su mettre sa plume et son expérience au service de la Côte d'Ivoire. De la salle de rédaction à l'Assemblée nationale, il poursuit aujourd'hui son combat pour le développement de Danané, dont il est originaire. Il participe à l'émancipation de cette région avec une vision claire, progresser. Son parcours est celui d'un homme forgé par la rigueur de l'information, le combat syndical et aujourd'hui la responsabilité politique au service de son terroir. Il a fait le choix de porter son engagement au cœur de l'action politique. Son projet, Agir ensemble pour le Namba, traduit une vision claire, celui de faire de Danané un pôle de développement à part entière. Vous l'aurez compris, je reçois pour vous le député Guillaume Bateau. Monsieur le député, bonjour. Comment vous portez-vous après cette brillante élection? Je vais plutôt bien, un peu fatigué, mais ça va. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on revienne ensemble sur une date salvatrice. Le 7 février 2025, alors que vous occupiez le poste de directeur général pour le journal La Voix, vous avez été remercié. Fin stratège que vous êtes, ce licenciement n'a-t-il pas été pour vous une libération quand on sait que 2 mois plus tard, vous créez votre propre journal, Liberté? Non, pas une libération. Vous savez, malgré tout, quand vous perdez un poste de responsabilité, surtout, et dans les conditions qui ont été les nôtres, j'allais dire, c'est un peu choquant. Je précise que j'étais à mon bureau le 7 février 2025. J'avais eu quelques mois avant un conseil d'administration qui s'était plutôt très bien passé. On avait fait le bilan de l'année 2024 plutôt, qui s'était très bien passé. Nous avons mis en œuvre un plan de développement sur 3 ans, un plan stratégique de développement que nous avons fait adopter par le conseil d'administration. On avait travaillé toute l'année 2024 sur ce genre de projet et en tout cas, j'avais reçu les félicitations. Quelques jours après, c'est vrai qu'on avait des discussions parce qu'il y avait un nouveau président du conseil d'administration et l'ancien directeur de publication, paix à son âme, Baba Franck Mamadou, qui cherchait un peu à prendre plus d'espace. Il y avait des débats entre le directeur de publication et le directeur général par rapport au contenu du journal. On avait une réunion avec le conseil d'administration et ce que j'avais cru comprendre, c'est que peut-être qu'on voulait dissocier, parce qu'à la fois j'étais directeur général, directeur des rédactions. Donc, on voulait certainement confier la gestion du contenu au directeur de publication parce que c'est sa revendication personnelle. Donc, j'étais surpris que non seulement on ne m'a pas signifié que je perdais mon poste, ni le président du conseil d'administration, ni le président du parti qui est l'actionnaire principal, mais qu'on me donne plutôt la lettre de nomination de mon successeur. C'est quand même un peu surréaliste. Jusqu'à aujourd'hui, je peux vous le dire, je n'ai pas reçu de lettre de licenciement de mon poste de directeur général. Donc, j'étais un peu surpris et puis un peu choqué par la façon de faire. Mais bon, après tout, je me suis remis de cette situation parce que, heureusement pour moi, j'avais vu les choses venir. Parce que depuis septembre 2024 et le limogeage de mon président du conseil d'administration, avec qui j'étais vraiment
en parfaite symbiose. Je me suis dit, Guillaume, la prochaine cible, c'est toi. Donc, je m'étais plus ou moins organisé et je préparais cet événement parce que je savais qu'il allait arriver un jour ou l'autre. Donc, il y a quand même quelque part cette envie de prendre votre envol. Ah, oui. Après, passer les premiers moments d'émotion, puisque je m'étais préparé, je me suis dit, bon, écoutez, n'arrive à l'homme que ce que Dieu a décidé. Il faut prendre cette situation avec beaucoup de philosophie et ne pas pleurnicher. Et puis, le journal Liberté, c'est vrai par rapport à moi-même, mais c'est aussi un clin d'œil à mon passé militant. Parce que au début des années 90, des militants du Front populaire ivoirien avaient créé ce journal Liberté et qui avait porté aussi le projet politique du Front populaire ivoirien. Je me suis dit, dans la continuité, il fallait donc remettre ce titre sur le marché avec d'autres objectifs, bien entendu, avec un contenu plus adapté à nos réalités d'aujourd'hui. En tant que journaliste, une dizaine de vos confrères se sont portés candidats à la députation. 3 ont été élus, dont vous. Finalement, le journalisme peut conduire à la politique? Oui, vous connaissez la formule. Le journalisme mène à tout, y compris à la politique. Mais il faut dire que, pour ce qui me concerne, je suis arrivé au journalisme en étant déjà militant. Militant étudiant au sein de la Fédération des élèves étudiants de Côte d'Ivoire, la FESI, hein, dont j'ai été un militant de base pendant mes années d'études supérieures. Donc quand j'entrais à l'époque à l'Agence ivoirienne de presse en 1995 comme stagiaire, puis à l'Œil du Peuple, puis à La Voix, donc le groupe Néo Horizon qui est devenu après Notre Voix, je suis déjà un militant de gauche affirmé. Voilà, donc je suis resté dans cette dynamique tout en étant journaliste. Donc pour moi, oui, le journalisme mène à tout, mais j'étais déjà militant quand j'arrivais dans la profession. Absolument, donc le journalisme, en fin de compte, a été un tremplin pour vous. Oh, est-ce que c'est un tremplin? Peut-être une étape. Une étape, parce que je crois que notre société a besoin d'hommes de gauche, de vrais hommes de gauche. Donc je suis resté, cette dynamique. Et parallèlement à mon métier de journaliste, je rappelle aussi que j'ai été militant syndical professionnel, militant syndical étudiant, militant syndical professionnel. J'ai dirigé le syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire pendant 16 ans, de 2006 à 2021. Donc j'ai toujours resté militant tout en étant journaliste. La liste Bato Soumaoro est arrivée en tête du scrutin avec 37,38% des suffrages exprimés, devançant celle du RHDP. Quel a été votre secret pour remporter cette victoire quand on sait qu'y aller en indépendant n'est pas une mince affaire? Oui, est-ce qu'il s'agit de secret? Non. D'abord, indépendant, c'était une posture assumée. Parce que nous n'étions pas portés par un parti politique. Ni moi-même, ni mon policier, mon collègue aujourd'hui, Dr Soumaoro. Le secret, bon, il n'y a pas de secret. En tant que tel, nous avons travaillé. Ce que je peux dire, c'est que c'est notre stratégie d'ensemble qui a payé. D'abord, pour ce qui me concerne personnellement, j'ai préparé ce rendez-vous depuis longtemps. Depuis 27 ans, en vérité, et de façon intensive depuis 5 ans. Donc j'ai travaillé et ma rencontre avec Dr Soumaoro a permis d'amplifier la stratégie de base que nous avons mis en place. Dr Soumaoro est un jeune économiste, PhD en économie, qui a travaillé à la BCAO puis à la Banque mondiale, qui vit aux États-Unis, mais qui avait un fort ancrage communautaire au niveau de Danané. Et moi-même, journaliste, j'avais des visages connus grâce à mes passages sur les plateaux de télé, un militantisme ancien, ancré aussi dans ma communauté, notamment dans ma sous-préfecture d'Aleu, qui est l'une des 5 sous-préfectures de Danané. Et je crois que cet attelage, ce duo a été bien pensé et a été positif. Ça nous a permis de convaincre chacun au-delà de sa communauté, chacun au-delà de sa sphère d'influence, et de faire une alliance stratégique décisive face à nos autres adversaires, notamment du RHDP, du PDCI
les autres indépendants. En somme, une alliance gagnante. Votre trajectoire politique a été entamée très tôt. Vous étiez en troisième. Dès 1990, vous avez été militant du FPI. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été un ténor de ce parti? Non, plutôt vers la fin, non. Vers la fin, j'ai terminé secrétaire général adjoint chargé de la communication et du marketing politique avant de démissionner donc, dans mes fonctions politiques au niveau du Fonds populaire ivoirien justement en février 2025, dans la foulée de mon départ de la direction générale du journal Notre Voix. Je n'ai pas été un ténor, mais je peux dire que j'ai été un militant qui a gravi les échelons, donc de militant de base, de sympathisant déjà en 90, à militant de base, ensuite responsable de coordination, ensuite plusieurs fois directeur de campagne et du président Laurent Gbagbo et de notre candidat au conseil régional et de beaucoup de candidats dans ma région. Et ensuite, comme je l'ai dit, secrétaire national chargé de la communication, secrétaire général adjoint chargé de la communication, du marketing politique, aujourd'hui président délégué du courant démocratie et valeurs, qui s'est détaché de la direction du FPI sur la base de notre mésentente par rapport à la posture que nous devons avoir vis-à-vis du partenariat de la RHDP. Si aujourd'hui, peut-être, on peut me considérer comme un ténor, il y a 5-10 ans, je n'étais pas un ténor, j'étais plutôt un militant de base qui a gravi les échelons. On aimerait comprendre pourquoi vous êtes allé en indépendant. Est-ce qu'il y a eu des dissensions entre vous et la direction du FPI? Oui. À partir de 2025, mais j'allais dire à partir de 2024, il y a eu un désaccord politique entre nous, quand je dis nous, un certain nombre de cadres du Fonds populaire ivoirien, dont l'ancien secrétaire général et porte-parole Issaka Sangaré, et d'autres cadres. Je vais citer l'ancien directeur de cabinet et vice-président chargé de l'organisation des manifestations, Seydou Koulibaly, l'ancienne ambassadrice Anne Yaouré, d'autres cadres. Hein. Il y a eu un désaccord sur la conduite à tenir vis-à-vis du partenariat que le parti avait noué avec le parti au pouvoir, le RHDP, en mai 2023. Il faut rappeler que, après la chute du président Gbagbo, sa perte du pouvoir et son incassation à la haie, c'est déclenché une crise profonde au sein du Fonds populaire ivoirien, animée par le président Gbagbo depuis sa prison, qui visait donc à ravir la présidence du parti au président légal et légitime qu'est le président Afin-N'Guessan. C'est créé donc deux blocs. Le bloc légaliste auquel j'appartenais, autour du président Afin-N'Guessan, et le bloc des dissidents coachés depuis la prison de la Haye par le président Gbagbo Laurent. Et cette situation est restée en l'état jusqu'à l'arrivée au retour du président Gbagbo en 2021. Et en 2021, on est au moment où tous les militants espéraient que le président Gbagbo allait créer les conditions de réunification du parti. Il a plutôt choisi de créer le PPACI et de se fixer comme objectif de liquider le parti. C'est suite à ce constat, par les instances du parti, que des démarches ont été faites pour créer une alliance tactique et stratégique, non idéologique, avec le Rassemblement des Souffletistes pour la démocratie et la paix, le parti du président Alassane Ouattara. Cette alliance qui s'est préparée pendant plusieurs années entre 2021 et 2023 a été concrétisée le 4 mai, je crois le 3 mai 2023, par une alliance formelle. Et cette alliance nous a permis, il faut le dire, quelques mois après, d'être bien positionnés dans les conseils régionaux, les conseils municipaux. Contrairement, c'est la première fois que, du point de vue purement électoral, nous battions le PPACI. Pour nous, c'était une opportunité pour continuer de renforcer le parti, pour continuer de consolider nos bases et envisager un avenir meilleur. Malheureusement pour nous, le président du parti, à la suite de sa défaite dans le Moronou, au conseil régional, a décidé de sortir de façon unilatérale du partenariat, sans en avoir fait le bilan avec nos partenaires. Nous avons estimé que c'était un mauvais choix politique et stratégique. Et cela a conduit au limogeage du secrétaire général de l'époque. Et conformément au texte du parti, au moment où de défaite, nous avons créé un courant pour continuer d'exprimer notre désaccord, mais continuer de travailler à la base pour que, comme cela se fait dans tous les partis démocratiques, le moment venu, nous puissions prendre la direction du parti et l'orienter dans une direction qui nous permette
gagner d'autres batailles électorales. Nous allons parler maintenant de votre élection de député en tant que telle. Qu'est-ce qui a été dans votre programme l'élément déclencheur qui a fait pencher la balance du vote plutôt de votre côté? Oui, il faut dire que, peut-être il faut poser la question aux électeurs, mais nous avons fait un programme très précis, succinct, en 5 points. Le premier point, je pense que c'est peut-être le point qui a le plus marqué nos populations, c'est notre volonté de travailler pour la création de la région du Nemba. Je crois que c'est une forte aspiration de nos populations. Parce que notre région d'origine, qui est aujourd'hui, j'allais dire abusivement baptisée le Tonkpi, parce que le choix du nom du Tonkpi, rien ne justifie que cette région s'appelle le Tonkpi. Parce que si on veut considérer les montagnes qui sont dans cette région, le plus haut sommet, c'est le Nemba. Alors, si on considère que le Nemba est à la frontière, donc est partagé entre le Libéria, la Guinée et la Côte d'Ivoire, mais le plus haut sommet en Côte d'Ivoire, à l'intérieur des frontières, c'est le Mont Momi. Donc, rien ne justifie que cette région s'appelle le Tonkpi. Mais ça, c'est vraiment un détail. En plus, cette région est trop vaste. Ce qui fait que les investissements publics, vu la taille de la région, vu le fait que c'est une région accidentée, sont faibles. Ce qui fait que malheureusement, notre région est aujourd'hui parmi les régions les plus pauvres. Alors que c'est une région qui a le sous-sol le plus riche de notre pays. C'est une région fortement agricole. C'est une région qui a une diversité culturelle, touristique énorme, des potentialités énormes. Mais notre région reste parmi les plus pauvres. Donc, nous estimons que dans la politique de décentralisation du président de la République, de rapprocher l'administration des populations, il faut que cette région soit scindée au moins en 2. Elle peut même scinder en 3. C'est une région qui a un peu plus de 1 500 000 habitants, là où on a des régions en Côte d'Ivoire qui ont autour de 400 000 habitants. Donc, si on veut être juste, cette région mérite 3 régions. Mais nous disons, tant qu'à faire, au moins la scinder en 2. Créer la région du Nemba, qui sera la partie la plus au sud, donc à la frontière avec le Libéria et la Guinée, pour permettre donc que la présence de l'État se ressente plus. Et donc, facilite plus d'investissements publics, plus d'attention à l'égard de nos populations. C'est une aspiration que nos parents ont depuis longtemps, mais qui n'est juste pas apportée suffisamment par les cadres et élus de la région. Donc le fait qu'une liste s'intitule « Agir ensemble pour le Nemba » et que ce soit le premier point de notre programme a beaucoup intéressé nos parents. Ensuite, nous avons mis en avant la question de l'autonomisation des femmes, qui est un vrai sujet. Nous avons nos mamans qui sont de braves dames, qui travaillent fort, mais qui ne sont pas soutenues, qui ne sont pas aidées, qui ne sont pas encouragées. Nous avons dit que, élus, nous serons leurs avocats. Auprès, d'abord, du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, que dirige avec beaucoup de bonheur la première dame Dominique Ouattara. Je rappelle que ce fonds, l'année dernière, le budget de ce fonds était de 25 milliards de francs CFA. Malheureusement, dans notre département, peu de nos mamans bénéficient de fonds, alors qu'elles s'organisent. Donc nous avons promis de les organiser. Nous avons promis aussi d'être l'avocat de nos populations pour plaider auprès du gouvernement pour la réhabilitation des pistes rurales et le bitumage de l'axe Danané-Sipilou pour désengorger toute cette partie de la Côte d'Ivoire, de la région qui est une région fortement productrice agricole. Parce que malheureusement, faute de routes praticables, toute la production agricole de cette région va en Guinée. Donc nous avons dit que si nous sommes élus, nous serons un avocat assidu auprès du gouvernement pour que ces choses soient corrigées. Et puis la question de l'école et enfin la question de la cohésion sociale. Dans cette région qui a connu la guerre, pendant la rébellion, qui a vécu douloureusement toutes les étapes de crise à travers notre pays, nous avons insisté pour dire que, élus, députés, nous serons un acteur de paix, de cohésion entre les communautés, entre les populations, entre l'État et les populations. Vous êtes particulièrement attendu dans le canton Gouroussé dont vous êtes originaire. Quel va être votre premier geste fort à l'endroit de cette population?
D'abord, je vais aller très prochainement leur dire merci dans le cadre d'une grande tournée de remerciements que nous allons utiliser dans l'ensemble de la circonscription. Notre ambition, c'est de visiter tous les sites habités, c'est-à-dire les villages et les gros campements. Hein. Et puis, ce que nos parents attendent effectivement, c'est qu'on fasse le plaidoyer en faveur de cette route, voilà, parce qu'elle est impraticable aujourd'hui. Ce qui nous a contraints à faire la campagne en moto. Beaucoup ont pensé que c'était un coup de com', s'il n'en est rien du tout. Notre sous-préfecture, le canton Gourcé, est inaccessible. Les villages sont inaccessibles. Donc nous avons commencé le plaidoyer. Nous avons déjà heureusement été reçus par le directeur général de l'AGEROUTE, qui connaît le dossier, que nous allons rencontrer très prochainement à nouveau, pour voir où en est le dossier. Nous allons rencontrer tout ce qu'il faut, le nouveau ministre des Infrastructures, qui est en charge maintenant du dossier des routes. Nous allons rencontrer le conseil Café Cacao, qui a des ressources prévues pour l'entretien des pistes rurales, parce que je vous l'ai dit, c'est une grande zone productive de cacao. Nous allons taper à toutes les portes, demander des audiences partout où besoin sera, pour que la question de la réhabilitation des routes de cette sous-préfecture et de l'ensemble du département de l'année soit mise sur la table et que l'État nous aide à aider nos populations pour les sortir de cette situation difficile. Parce qu'aujourd'hui, nos mamans, lorsqu'elles sont en travail, on est obligé de les transporter à moto jusqu'à Danané. Quand nous perdons des gens à Danané, on est obligé de transporter les corps à dos de moto. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Vous avez fait une entrée remarquable et remarquée à l'Assemblée nationale. Personne ne vous y attendait. Qu'attendez-vous réellement de cette nouvelle Assemblée? Ce que nous attendons de cette nouvelle Assemblée, c'est qu'elle soit le lieu où nous puissions porter les préoccupations de nos populations. Et qu'en collaboration étroite avec l'exécutif, que les lois qui vont nous être présentées, nous puissions les discuter dans l'esprit qu'elles puissent être profitables à nos populations. Et que même si nous ne faisons pas dans le cadre strict des lois, que la diplomatie parlementaire interne, je ne parle pas de la diplomatie à l'extérieur, je veux dire la collaboration avec l'exécutif puisse aider les parlementaires à poser, dans le cadre des discussions, des rencontres qu'on aura avec les représentants du gouvernement, leur porter les réalités de nos populations et obtenir d'eux des réponses pour que nous puissions les répercuter au niveau de nos populations. Donc une assemblée qui soit en phase avec l'exécutif sur l'ensemble de ces projets, l'ensemble de ces projections, pour que nos parents, leurs préoccupations soient portées vraiment à la face de la nation. Lors de l'élection du président de l'Assemblée nationale le 17 janvier 2026, le député Yao Yao Lazare a dit, je cite, « La nouvelle Assemblée est la caisse de résonance du pouvoir ». Êtes-vous sur la même longueur d'onde que lui et si oui, pourquoi? Non, je ne suis pas sur la même longueur que lui. Pourquoi c'est la caisse de résonance du pouvoir? Nous avons été élus. Moi, je n'ai pas le sentiment du tout d'être une caisse de résonance. J'ai été élu, j'ai un mandat clair de nos populations de porter leur voix. Monsieur Yao Yao a été candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que ce n'est pas une caisse de résonance. Il a eu des voix, même si la configuration fait qu'il a perdu le scrutin. Ce n'est pas une caisse de résonance, non. Je crois que l'Assemblée nationale est un espace républicain d'expression démocratique où chacun peut porter la voix de ses populations, la voix des citoyens ivoiriens. Donc moi, je n'ai pas le sentiment. Après, il faut aussi respecter les règles. Il y a une majorité parlementaire qui est là. C'est moi qui votera les lois. Mais nous, notre rôle, c'est de faire entendre la voix de nos mandants, nos électeurs et de l'ensemble de la nation parce que au-delà de nos circonscriptions, nous sommes les députés de la nation. Mais en tant qu'indépendant, vous ne vous sentez pas un petit peu isolé? Écoutez, je savais que j'étais indépendant et que je suis allé battre campagne. Donc, je ne suis pas du tout isolé. Le micro est ouvert à l'Assemblée nationale pour tout le monde. Et ce que je vais dire, tout le monde l'entendra. Vous dites souvent que l'action doit être au service de l'ambition. On l'a vu, vous êtes un homme de terrain, vous ne pilotez jamais à vue. Quel est votre projet après la députation? Je pense que le projet de député est assez important. Nous avons 5 ans pour convaincre, nous avons 5 ans pour répondre aux attentes de nos électeurs. Je crois que c'est un travail important. En plus, beaucoup de nos collègues nous ont fait l'honneur de nous choisir comme président de groupe parlementaire. Cela impose beaucoup de responsabilités, beaucoup de disponibilité. Je crois que laissez-moi d'abord finir ce premier mandat
et puis on verra. Monsieur le député, merci d'avoir répondu aux questions d'Alerte Info News. C'est moi qui vous remercie. Je profite pour vous souhaiter bonne année à tous vos lecteurs et vos auditeurs. Bonne chance à notre pays et que 2026 soit une année de renforcement de nos acquis et de consolidation de la grande nation que souhaite le président Alassane Ouattara et pour laquelle nous tous, nous travaillons nuit et jour. Fin de l'interview. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche notification. À très bientôt pour une prochaine interview sur Alerte Info News.